Voilà. Donc, bonjour à tous du coup pour ce 26e Café Génial qui aujourd'hui est sur la thématique du jour de la nuit, comment booster la mobilisation en faveur du jour de la nuit sur mon territoire. Il y aura donc une intervention de Logan Lefebvre qui fait partie de l'association de préfiguration du parc Comminges-Barousse Midi-Pyrénées, pardon, et Camille Ferrer, donc du PNR de la Narbonnaise. Alors, d'autant plus que nous sommes en petit comité, je vous invite à laisser votre caméra allumée, hein, et n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure peut-être des présentations. Enfin, Camille et Logan, vous m'arrêtez, mais si on est en petit comité, du coup, pour faire part de vos interrogations et avoir voilà, un échange sur le sujet. Euh, on peut rapidement du coup se présenter et Hugo et Déborah nous dire effectivement pourquoi vous êtes là aujourd'hui, en fait, si vous vous mobilisez vous aussi, si vous êtes intéressé par enfin forcément vous intéressez puisque vous êtes là, mais si vous comptez mettre ça en place sur votre territoire, etc. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on se voit tous un petit peu mieux. Euh, et Hugo, je te laisse commencer. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, Hugo Girard, je suis à la DASEA du Gers et je suis animateur actuellement sur deux sites au niveau du Gers. Et j'ai hésité cette année à me lancer dans une animation autour du jour de la nuit. Mais bon, malheureusement, je suis pas disponible le jour J, donc ça sera repoussé pour une année suivante. Mais voilà, j'étais intéressé pour avoir quelques retours des retours d'expérience sur cette animation. Merci Hugo. Déborah? Déborah, on ne t'entend pas. Tu es partie? Bon. Camille, je te laisse te présenter du coup, un peu plus en détail que ce que j'ai dit. Oui, donc Camille Ferrer, je suis chargée de mission Natura 2000 sur le massif de la Clappe et gestionnaire de site du Conservatoire du Littoral, le domaine de l'Oustalé, voilà, qui est au nord du massif de la Clappe. Et je travaille au parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Et tu mets en œuvre le jour de la nuit sur certains de ces territoires. C'est ça. Logan? Oui, Logan Lefebvre, donc je suis arrivé au PNR il y a pas longtemps. J'ai fait un stage de 6 mois sur le frelon asiatique et là je continue l'expérimentation sur le frelon asiatique pendant 3 mois jusqu'à fin novembre et après on verra ce qu'il en découle. Et donc pour cette réunion, je remplace Stéphanie Longa qui a eu un empêchement et qui pourra pas présenter l'organisation du festival. Merci Logan. Déborah, tu es revenue? Non? Bon. Eh bien, Logan, du coup, je te propose de partager ton écran et qu'on attaque. Alors, c'est pas en mode plein. Ah, voilà, super. On est Ça. bon. C'est parfait. Donc voilà, je vais vous présenter un peu le festival à la nuit tombée que nous avons renommé de cette manière pour le festival de la nuit, qui sera une action de sensibilisation multipartenariale pour sensibiliser un plus grand nombre sur la pollution lumineuse Ah, et la nuit en général. Logan, je t'arrête juste une petite minute. Je vois que Déborah est revenue. On avait fait un petit tour de table. Vu qu'on est peu nombreux, je me permets de te relancer du coup pour que tu te présentes. On t'entend pas par contre. Tu n'as pas le micro, Déborah? Ah, tu as toujours pas le micro. Ah, si, Ah, c'est bon, c'est pardon. bon. Oui, désolée, j'étais à un pot de départ d'une collègue. C'est un peu tard Euh, pour le pot de départ. oui. Alors, donc, je suis Déborah Eléchevitz et je suis donc animatrice Natura 2000 de la Gélise. Et donc, voilà, ça m'intéressait beaucoup pour mettre ça en place sur le territoire. Ça marche. Et tu es arrivé il n'y a pas très très longtemps, il me semble, hein. Du coup, tu as Oui, c'est ça, en remplacé. mai de cette année. Ça marche. Merci, Déborah. Et Logan, excuse-moi de t'avoir coupé. Pas de souci. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, nous sommes pas encore un PNR, nous sommes un projet de PNR
Nous sommes alors en période de préfiguration. Nous sommes en train de rédiger la charte qui sera finalisée fin de cette année. Le PNR sera normalement créé en début 2026 avant les municipales. Donc voici le territoire du PNR. Vous voyez bien ma souris sur l'écran? Donc, notre territoire se limite à la frontière espagnole et nous sommes aussi frontaliers avec un deuxième PNR qui est le PNR des Pyrénées ariégeoises et il s'étend jusqu'au un petit village qui s'appelle Aurignac environ et il ne comprend pas Saint-Gaudens et Montrégeau qui ont une urbanisation qui ne correspond pas à un PNR. Et nous comprenons aussi la Barousse qui fait partie des Hautes-Pyrénées. Donc, nous sommes sur deux départements. Donc nous sommes entre le parc naturel des Pyrénées ariégeoises qui fait une sensibilisation aussi sur la nuit qui s'appelle Cultivons la nuit, qui se déroule de mars à décembre chaque année. Plus à l'ouest, nous avons la réserve internationale du ciel étoilé qui fait partie aussi du parc national des Pyrénées. Donc, plus en détail, nous avons au sein de ce PETR trois PETR. Donc, le PETR Comminges Pyrénées qui fait une grande partie de ce PNR. Le PNR du Pays d'Enest qui fait partie des Hautes-Pyrénées. Et le PETR Sud-Toulousain. Et nous avons 5 communautés de communes Cagières-Garonne-Salade, Cœur de Garonne, Cœur et Coteaux de Comminges, Nest-Barousse et la communauté de communes Pyrénées-Haute-Garonnaise. Sur ce territoire, il y a une étude qui a été réalisée par la région sur la qualité du ciel nocturne. Donc, nous voyons clairement les principaux axes qu'il y a sur ce territoire et les principales communes où c'est néfaste pour la protection de la nuit. Et nous avons aussi certaines zones qui sont plus propices pour la protection de la nuit, là où il y a une activité humaine plus faible. Donc, l'année dernière, il y a eu la première édition du Festival de la nuit sur notre territoire qui s'est déroulé entre le 15 et le 22 octobre 2022. C'est la communauté de communes Cagières-Garonne-Salade qui a sollicité le PNR pour pouvoir avoir une action sur la nuit et ensuite le PETR Comminges Pyrénées a été aussi sollicité pour pouvoir participer à cette animation. Nous avons donc 3 structures qui ont participé à l'organisation et au budget qui était de 2 810 € pour l'édition 2022. Ce budget était en grande partie alloué à la communication pour la création de flyers et de posters sur le jour et la nuit avec des stickers qui seraient collés dessus pour sensibiliser les plus jeunes, donc les enfants qui pouvaient s'amuser à coller les stickers sur ces posters. Et le reste du budget a été alloué à des animations. Donc un total de 9 animations a pu être proposé, que ce soit de soirée chauve-souris, la balade nocturne, l'observation du ciel, etc. Donc vous avez toutes les animations ici qui ont pu être réalisées. Il y a eu en tout 8 structures qui sont intervenues sur cette édition avec un food truck. Et en janvier 2023, il y a eu la dernière animation de cette édition 2022, même si c'était en 2023, qui était une exposition photographique qui s'appelait Un regard nocturne, qui s'est déroulé à Aspect, dans l'Office du tourisme, où c'était une participation citoyenne pour cette exposition photo sur les différents thèmes reliant à la nuit. Donc, sur l'ensemble de ces animations qui ont pu être réalisées, il y a eu un total de 200 participants. Ce n'était pas évidemment 200 personnes différentes, certaines ont pu participer à différentes animations. Et ce qui a pu être tiré de cette édition, c'est que l'organisation globale était améliorée, surtout à prévoir en avance pour avoir plus de temps et plus d'animations organisées. La communication a été aussi anticipée plus en avance. Il a été aussi vu qu'il était important d'élargir le territoire d'action, d'avoir plus de partenaires. Et sur ces 200 participants, il a été vu que
les personnes participant à ces animations étaient déjà sensibilisées ou à minima initiées à ce sujet. Et il était important alors de savoir comment attirer de nouvelles personnes pour pouvoir élargir cette sensibilisation. Donc, pour l'édition 2023, l'ensemble des communautés de communes que je vous ai présentées juste avant et les PETR ont été sollicités, ce qui paraît assez logique de solliciter ces structures du fait des enjeux qu'ils portent. Donc, les communautés de communes et le PETR portent des enjeux énergétiques et environnementaux grâce à la PCAET et évidemment le PNR qui porte la préservation des patrimoines naturels culturels et l'adaptation au changement. Donc, pour pouvoir réaliser cette édition 2023, il y a un objectif qui a été visé qui est de créer un programme d'animation pour sensibiliser les acteurs du territoire, professionnels et grand public, sur la préservation de la nuit. Pour pouvoir répondre au mieux à cet objectif, il y a ce festival qui va être reconduit chaque année avec des animations qui sont réparties sur l'ensemble de ce territoire, qu'il soit le territoire du PNR ou de Comcom ou des PETR. Et il y aura un village de la nuit qui sera aussi programmé à chaque édition. Donc l'année dernière, le village était à Aspet, qui est dans la communauté de communes Cagières-Garonne-Salat. Cette année, c'est à Miramont de Comminges, au sein de la 5C, donc le Cœur et Coteaux de Comminges. Et chaque année, le village de la nuit changera de communauté de communes pour de toucher un maximum de personnes et avoir euh, un territoire qui est le mieux couvert. Il a été vu aussi il était possible de faire un village de la nuit en Espagne, dans le Val d'Aran, mais pour des problèmes de santé du côté espagnol, il n'a pas été possible, en tout cas cette année, de pouvoir faire un village de la nuit en Espagne. Et c'est toujours possible de pouvoir le faire pour les prochaines éditions, donc notamment en 2024, c'est envisagé. Lors de l'organisation de cet événement, il y a eu un drive qui a été créé pour pouvoir proposer une liste d'animations sur la nuit, qui ont été ensuite catégorisées en plusieurs groupes, donc astronomie, biodiversité, patrimoine naturel, art, culture, sociologie, énergie, sport et tourisme, et santé. Cependant, dans la sous-catégorie santé, il n'y a pas eu d'intervenants qui ont pu être sollicités ou disponibles pour pouvoir faire une animation sur ce sujet. Donc là, vous avez un peu la liste des animations qui vont être réalisées, dont on pourra parler par la suite. Donc, cette édition 2023 est un événement qui se déroulera sur 3 jours, le 10 octobre, le 13 et le 14 octobre, avec un total de 19 animations, et dont 2 qui sont à l'extérieur du PNR avec Pinas et Saint-Plancard. Et le village de la nuit, comme je l'ai dit, qui est à Miramont de Comminges, juste à côté de Saint-Gaudens. Et le budget qui est alloué à cette édition est de 5 438 €, avec 4 structures qui participent à ce budget, donc les 4 structures qui sont affichées ici. En plus de ce budget, il y a une communauté de communes qui est celle des Pyrénées-Garonnaises, qui propose 3 autres animations qui ne font pas partie de ce budget, qui sont affichées ici. Donc la balade Nature Brame du Cerf, la même pour le samedi 14, et la balade nocturne Soirée Lumière. Donc ce sont les 3 animations de la communauté de communes Pyrénées-Garonnaises qui ne font pas partie de ce budget. Donc nous avons sur ces 3 jours une seule animation le mardi 10 au soir, puis le vendredi 13 avec cette liste d'animations, et le samedi 14 avec le village de la nuit où un certain nombre de producteurs locaux seront présents avec des stands pour pouvoir faire comme un village, oui, un village nocturne du coup, pour pouvoir vendre leurs produits, oui, oui, voilà, un village nocturne, quoi. Donc, ce qui a pu être tiré de cette édition 2023, en tout cas pour l'organisation, ce sont plusieurs avantages et inconvénients.
Tout d'abord, l'organisation a été beaucoup plus anticipée que pour l'édition 2022, ce qui a permis d'avoir une organisation beaucoup plus efficace avec une équipe motivée et qui s'est agrandie par rapport à l'année dernière du fait qu'il y ait euh, plus de structures qui soient concernées. Et il y avait des réunions régulières environ tous les mois pour suivre l'avancement du projet et pouvoir organiser au mieux cet événement. Et le temps humain de l'organisation de ce projet, uniquement pour le PNR, était assez conséquent avec un total de 170 heures, donc qui a été faite par Stéphanie Longa, que je remplace. Euh, Ensuite, il y a eu malheureusement quelques difficultés qui ont pu être rencontrées. Tout d'abord, le temps de réponse des intervenants qui est souvent à anticiper, qui est assez long, qui varie entre 1 et 2 semaines généralement, ce qui met un frein à cette organisation. Ensuite, il y a le budget qui est assez limité, surtout pour 4 structures qui est à améliorer, soit en trouvant des subventions ou d'autres structures à participer à cet événement. Et le rétro-planning qui est à avancer pour être plus confortable au niveau de l'organisation et surtout avoir une communication plus aboutie en tout cas. Merci de votre attention. Merci Logan. Oui, du coup, c'est une super grosse organisation en fait. C'est vraiment un festival sur la. Enfin, vous avez lancé une programmation sur la totalité du parc avec un appel un peu à contribution des partenaires. Enfin, je ne sais pas si, du coup, vu que tu remplaces Stéphanie, tu peux répondre à toutes les questions ou si on peut Mais je vais essayer en tout voilà. cas. Mais juste, oui, moi, ma première question, c'est vous avez lancé un appel à candidature en fait à l'ensemble des structures naturalistes, de sensibilisation à l'environnement et autres en fait sur le territoire par rapport à ce jour de la nuit. Une espèce d'appel à projet en fait pour que eux répondent. Vous êtes allé les chercher par Euh, rapport à ce À ce que j'ai festival. suivi, c'est que chaque structure a eu des idées d'animation qui sont ensuite allées vers ces animateurs pour pouvoir proposer une animation sur cette période-là et ils acceptaient ou refusaient en fonction du budget qu'on leur allouait. Oui, voilà, les structures du coup sont financées pour, enfin les animateurs sont financés pour mettre en place les animations. C'est ça, oui. Il n'y a pas des structures qui se sont Un dit on rôle va. de centralisateur, en fait. Comment? Vous avez eu un rôle de centralisateur, en fait, du coup. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, ça fait un beau programme pour juste la deuxième année où vous vous lancez. Et j'imagine que le village de la nuit aussi, c'est un peu une façon de contrecarrer ce problème que l'on rencontre tous, toujours et encore, et pour lesquels enfin, on en parle presque à chaque café quand ça a un lien avec la sensibilisation. C'est que souvent, c'est des personnes déjà sensibilisées qui se déplacent pour les nuits de la chauve-souris et pour ce genre d'animation, alors que là, effectivement, avec un village des producteurs, avec des choses à manger, à boire, etc., ça devient un peu plus festif. Et même des personnes qui ne sont pas forcément à la base intéressées ou sensibilisées se déplacent et ça permet ensuite un peu de les ferrer sur la thématique. Oui, c'est le but. Après, autour de ce Voilà. village de nuit, il y aura pas mal d'animations qui seront faites autour de la nuit. Donc, même s'il y a des personnes qui sont pas vraiment intéressées par ce sujet et qui veulent venir voir les stands, ils seront quand même amenés à voir les animations qui seront faites autour de la nuit dans le village. Ok, super. C'est une bonne façon d'attirer le public. C'est vrai, on le voit hein, maintenant, tout ce qui est marché, tout ce qui est fête du cochon, fête de la charcuterie. Enfin, moi, j'étais dans le parc du Haut-Languedoc avant, c'est pour ça que je dis ça, hein, forcément. Mais du coup, c'est ce qu'on faisait de plus en plus sur la fin, c'est de faire de la sensibilisation sur des événements qui existaient déjà, qui n'avaient absolument rien à voir. Donc là, c'est un peu différent parce qu'effectivement, c'est thématisé sur la nuit et le village de la nuit, etc. Mais avec ce côté un peu festif et convivial et que peut avoir un marché et qui attire un peu plus de monde en général que malheureusement si on fait juste quelque chose en lien avec la biodiversité. Hein. On l'a tous constaté, je pense, et c'est un peu une arlésienne comme sujet. Hein. Ouais.
J'ai un peu monopolisé la parole, hein. Si vous avez des questions, Hugo, Déborah et Camille pour Logan ou des remarques en fait par rapport à vos propres expériences. Tu as posé la question que je voulais poser, donc c'est très bien. Et Déborah, on t'entend toujours pas. Désolée. Oui, c'était plus par rapport au village de la nuit. Du coup, vous avez vu qu'il y avait plus de personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées lors de cette soirée? Pour le village de la nuit, Oui. vu qu'on l'a pas encore fait, Ah, pardon. Ah, c'est oui, pas pardon. maintenant. D'accord, ok. Non, mais vous espérez peut-être toucher un plus large public lors de cette soirée par On rapport espère, oui. au... C'est l'objectif d'avoir instauré un village de la nuit avec plusieurs animations autour de la nuit, en tout cas. Ok. Mais j'étais comme toi, Déborah. Il me semblait que du coup, cette année, le village avait changé, mais que l'année dernière, il y avait déjà eu un village de la nuit aussi Oui, c'est ça. à Aspect, ça? Oui, à Aspect, il y a eu aussi un village de la nuit, qui était évidemment moins conséquent vu que c'était la première édition. Et on essaye de faire un peu plus ambitieux à chaque édition. Et du coup, le village de la nuit tournera entre les communautés de communes, donc entre les cinq, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et du coup, il y avait un marché et tout ça les années. Je sais plus si tu l'as mentionné ou pas. Ça, je sais pas, vu que j'étais pas encore arrivé au PNR et j'ai pas eu l'information. Trop bien. Ça marche. Merci, Logan. Peut-être que Camille, je te propose du coup d'enchaîner et ensuite on gardera un temps d'échange suite aux deux présentations après ta présentation. Oui, oui, c'est bon. Alors, Je crois qu'on a perdu Camille. Ou c'est moi? J'ai tout qui est buggé. de ce qui va se passer sur la commune de Glussan parce que c'est eux qui nous ont sollicité pour faire une animation. Mais alors, juste avant, alors je change juste la place de nos têtes. Donc, pour vous mettre juste dans le contexte, donc nous, le parc, on est en révision de charte. Donc, on a le label et justement, on repose le label sur la table. Donc, on est en train de réviser notre charte. Et donc, cette année, on a décidé d'inclure dans la charte tout ce qui était pollution lumineuse. Donc, c'est un nouveau thème qui est abordé là depuis la révision, qui n'était pas trop abordé avant. Enfin, un petit peu, mais sur d'autres aspects, j'en reviendrai après. Et donc, pour ça, on a fait appel à un groupement de prestataires. Alors, il y a le Dark Sky Lab, que vous devez sûrement avoir entendu parler. C'est un laboratoire qui travaille que sur la pollution lumineuse et ils sont vraiment super. Donc, si vous avez des prestataires un jour à faire intervenir sur ce sujet-là, je vous les conseille mille fois. La Télescope, qui est un bureau d'études et qui nous a permis d'avoir des images nocturnes. Indivisible et Terroico, qui sont des bureaux d'études aussi, mais qui nous ont accompagnés surtout Terroico, dans une façon de voir la nuit, enfin de faire des animations autour de la nuit auprès de nos élus et pour inclure en fait la partie, comment dire ça, la partie plutôt sociologique en fait, de la pollution lumineuse, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tabous autour de la nuit, et donc du coup, ils ont travaillé avec nous pour qu'on essaye de casser un petit peu ces tabous-là et essayer de sensibiliser les élus en fait. Donc c'est ce qui s'est passé. On a eu plusieurs cartographies de la nuit. Donc, c'est un petit peu la même carte que tu nous as présentée avant, Logan. Donc, nous, alors, elle est beaucoup moins jolie que la vôtre, où il y avait même du bleu sur la vôtre. Nous, elle est plutôt orange et rouge. Donc, tous les points rouges, évidemment, c'est les points de forte lumière qui sont très impactantes sur l'environnement. Et comme on peut observer, nous, on est vraiment beaucoup, beaucoup concernés sur le littoral et beaucoup tout autour du massif de la Clappe qui, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris,
qui est au nord, en fait, dans la partie nord du parc. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un focus sur ce site-là, parce que c'est un site où il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux pour les chauves-souris. Il y a, je ne sais pas si vous êtes avisé sur les chauves-souris, mais on a des espèces internationales comme le minioptère de Schreber, des grands rhinolophes, des petits rhinolophes. On a beaucoup de gîtes en fait de mise bas et c'est beaucoup de transit et c'est aussi le littoral est un espace de migratoire pour les chauves-souris. Et donc c'est en plein là où il y a la lumière, donc c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur ce sujet-là. Donc la ville de Grissan, si vous voyez ma souris, c'est la ville qui est juste là, au sud-est du massif de la Clappe. Et c'est un site où il y a beaucoup de pollution lumineuse. Et c'est un site aussi où on trouve une grotte, la grotte des Auxils, qui est un gîte hyper important de transit et de mise bas. Les minioptères de Schreber que je vais vous parler il y a 2 minutes, en fait, mettent bas et se reproduisent dans cette grotte-là. Et c'est des effectifs qui vont de quelques centaines à plusieurs milliers des fois. Donc il y a vraiment un gros enjeu en fait sur ce site-là. Donc, pendant la charte, mais aussi avant la charte, on a beaucoup travaillé avec les élus où ils ont. Alors, j'avais juste. Parce que c'est Tiffaine c'est une collègue à moi qui a animé ça. Et donc, elle m'a mis des petites notes pour pas que j'oublie de vous expliquer certaines choses. Donc, je me suis mis les petites notes à côté. Donc, en fait, on a commencé à mobiliser les élus depuis 2016 sur le côté énergétique. On n'a pas du tout axé la pollution lumineuse sur la biodiversité, c'était vraiment sur les énergies et le fait de faire des économies d'énergie. Donc ça n'a pas trop pris au début, c'était un petit peu compliqué, mais ils ont quand même fait, alors je crois qu'il y a 10 communes qui ont fait des diagnostics d'éclairage public avec le CIADEN pour estimer, voilà, la consommation électrique de chaque ampoule de la commune et voir qu'est-ce qu'il était possible de faire pour faire des économies d'énergie. Finalement, c'est l'augmentation des prix de l'énergie qui a fait que beaucoup de communes ont choisi d'éteindre, soit de façon partielle, soit de façon totale, leur éclairage public. Et donc là, actuellement, on est à 8 communes qui éteignent soit totalement, soit en partie. Notre discours aussi auprès des élus, et je pense que ça a fait beaucoup, c'est qu'on leur a pas offert qu'une seule option dans la pollution lumineuse et dans le fait de réduire leurs énergies, de réduire l'éclairage public. C'est qu'on leur a pas dit, bon, faut éteindre. On les a plutôt axés sur le fait qu'il y avait plusieurs possibilités, il y avait plusieurs façons de réduire leur consommation d'énergie et réduire la pollution lumineuse en même temps. C'est que, bon, l'extinction, c'est sûr, ça paraît c'est le plus radical, l'idéal, mais on les a aussi axés sur le fait de changer les ampoules, de passer du blanc-froid avec les LED. Tous les nouveaux lotissements, ils ont été équipés de blanc-froid, c'est une lumière bien bleue, et ça qui est vraiment, pour le coup, pour la biodiversité, c'est une catastrophe. Donc plutôt de changer ce blanc-froid-là vers des couleurs plus chaudes qui sont beaucoup moins dérangeantes pour la biodiversité, et en l'occurrence les chauves-souris. Ou alors d'éteindre juste en partie certains éclairages, ou voilà. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que à l'échelle d'une commune, l'éclairage public, en fait, c'était beaucoup du public, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de privés et d'entreprises. Et donc maintenant, le but, c'est de surtout sensibiliser ces gens-là, parce que du coup, eux, pour aller les voir, c'est plus difficile que d'aller voir les élus. Donc là, en l'occurrence, bon, c'était juste un petit témoignage de la commune de Boutenac qui a économisé 8 600 € depuis un an, depuis qu'ils éteignent la nuit. À Périac, ils ont éteint depuis 2015 et on a des retours d'habitants qui nous disent que ça y est, ils commencent à réobserver des chauves-souris, donc des petites pipistrelles, des éperviers ou encore des petits ducs. Donc en général, les gens sont assez contents. Il y a juste une commune, mais ça a été c'était une promesse municipale dans les dernières municipales qui a réallumé la commune. Donc on essaye de comprendre pourquoi, on essaye
les sensibiliser, mais c'est un petit peu compliqué. J'ai échangé avec eux et leur discours, globalement, c'est que les gens ont peur la nuit et qu'ils préfèrent allumer. Bon. C'est encore des tabous qu'il faut qu'on arrive à changer. Voilà, et donc il y a plusieurs communes qui ont mis en place des programmes de rénovation de leur éclairage public, comme à Armissant, qui est sur le massif de la Clappe, donc au nord-est du parc, où il y a à peu près 393 points lumineux qui ont été remplacés par des éclairages LED blanc chaud. Donc c'est le graphique que vous voyez à droite du CEREMA, sur des teintes vraiment plus chaudes. Et donc, de ça, la commune de Gruissan, qui, ben, forcément, au vu des cartes qui sont sorties, ont pris conscience que leur éclairage pouvait avoir un impact sur la biodiversité. Et il y a un élu qui est à Gruissan, qui s'appelle André Bedos, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, qui est aussi mon président de COPIL de mon site Natura 2000. Donc, dans le doute, je ne sais pas si vous êtes au fait sur tout ce qui est Natura 2000, Logan, mais dans chaque site Natura 2000, on élit un président. Et donc, en l'occurrence, c'est lui. Et donc, en fait, ça dépend des sites. Il y a des présidents qui sont plus ou moins engagés. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. C'est que lui, il est hyper intéressé par la biodiversité. Il n'y connaît pas grand-chose, mais du coup, il est vachement à l'écoute et il veut vraiment se former. Et il veut vraiment faire des choses pour sensibiliser les personnes. Donc, la ville de Gruissan s'est de suite positionnée pour organiser quelque chose le jour de la nuit. Il y a d'autres communes sur le parc aussi, mais ils nous ont moins sollicités. Ils sont un peu plus indépendants, en fait, maintenant que le parc est installé depuis un moment. Et en fait, ils reviennent vers nous quand ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide pour leur organisation, qu'on leur donne des conseils ou qu'on vienne pour faire des animations. En l'occurrence, là, c'était pour les deux. C'était pour m'informer qu'ils allaient faire quelque chose et ils voulaient savoir, avoir des idées de quoi faire pour cette soirée-là et si, ma foi, je pouvais participer. Donc, j'ai dit oui avec plaisir. Et donc, cette soirée-là, on va la faire. Donc, on va diffuser un film sur les grands rhinolophes, donc une espèce de chauve-souris qui est très présente sur la ville de Gruissan et qui est symboliquement assez parlante pour le public parce que c'est la chauve-souris Batman, en fait, hein, c'est celle qui se peint au plafond. Donc, le film, je crois qu'il dure entre 1 heure ou 1 heure et demie. Ensuite, il y aura des petits courts-métrages très, très rapides de quelques 1 ou 2 minutes sur les chauves-souris aussi. Donc, donc il y aura 2 stands, un stand du parc que je tiendrai moi, sur tout ce qui est chauve-souris, jour de la nuit et pollution lumineuse, avec des cartes parlantes, des photos qui ont été prises par satellite de la nuit, où on se rend vraiment compte de l'impact de la pollution lumineuse typiquement, j'ai en tête un quartier de Narbonne, un lotissement qui s'est construit il n'y a pas trop longtemps. Et en fait, l'emprise lumineuse, vraiment au niveau du ciel, elle est énorme, quoi. Donc, ça, je pense que ça va être parlant pour le grand public. Et ensuite, tout le centre-ville va être éteint, extinction lumineuse. Et là, on va déambuler avec les personnes présentes dans la ville pour observer les chauves-souris. Et donc, la ville est au bord d'un étang et au bord de la mer. Donc, on va marcher du centre-ville jusqu'au bord de l'étang, dans le noir. Donc, je pense que c'est bien parce que les gens vont se rendre compte qu'on n'est jamais dans le noir la nuit. Il y a toujours quand même les étoiles ou la lune qui font suffisamment de lumière pour qu'on puisse déambuler sans. Je vais essayer de lutter pour que personne ne sorte des flashs de ce téléphone ou des lampes frontales. Après, bon, à voir s'il fait vraiment nuit noire ce jour-là, mais je ne pense pas. J'aurai comment ça s'appelle? Un détecteur à ultrasons pour chauves-souris parce que ils vont les voir, mais le mieux c'est de les entendre. Et vu que les ultrasons, on ne peut pas les entendre nous à l'oreille, du coup, avec le détecteur, ça va être beaucoup plus parlant, je pense, pour le public. Et donc, tout ça, c'est vraiment à l'initiative de cet élu-là qui est venu me chercher pour faire ça. Et je pense que c'est venu aussi du fait que on a travaillé avec eux depuis quelques années et puis qu'on en a vraiment remis une couche lors de la révision de la charte. Donc là, c'était juste pour faire un petit encart sur les chauves-souris. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais il y a 2 groupes d'espèces qui sont vraiment lucifuges, donc très sensibles à la lumière. Donc c'est le groupe d'espèces des murins et le groupe d'espèces des rhinolophes.
Donc là, pour le coup, pour les murins, on va travailler sur la trame bleue et turquoise, tout ce qui est zone humide, et ripisylves, et plans d'eau et rivières, pour essayer vraiment de travailler ensuite avec les communes pour que les cours d'eau, alors normalement c'est interdit, mais il y a quand même des communes qui le font, d'arrêter d'éclairer des cours d'eau parce que, bon, déjà il y a les anguilles à l'intérieur, mais aussi parce que du coup, ça gêne certains murins, en l'occurrence, pour aller chasser au bord de ces cours d'eau. Et bon, les rhinolophes qui nichent dans des cavités, dans des grottes, mais qui vont chasser tout autour, et donc du coup là, il faut qu'on travaille sur une trame verte. Voilà. Ah oui, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure, que les habitants... Mais c'est chouette d'avoir des retours de personnes où l'extinction est effective depuis 7 ans et qui nous disent, bah, on est content, on voit des chauves-souris, on voit des petits ducs, on entend des petits ducs. Ça, c'est des bons retours c'est des bons exemples à valoriser après pour les autres communes en fait. Donc là, justement, dans la trame verte pour les chauves-souris que j'évoquais il y a 2 minutes, c'est des cartes qui ont été des simulations de cartes euh, des chauves-souris dans un paysage où il y a de la pollution lumineuse. Donc, la carte de gauche, c'est quand il y a de la pollution lumineuse. Donc, on voit que si elle veut se déplacer, en l'occurrence sur la ville de Gaussy, qui est vraiment en rouge pétard sur la carte, avec la souris, je vous le montre. Pour le coup, si elles veulent se déplacer, elles vont être vraiment dérangées tout le temps. Alors que dans le scénario sans pollution lumineuse, donc avec extinction totale ou partielle de l'éclairage, on se rend compte que la possibilité de pouvoir circuler autour de leur grotte est vachement mieux parce que du coup, il y a beaucoup moins d'impact de la pollution lumineuse et donc beaucoup moins de problèmes. Voilà. Donc voilà, les résultats de cette simulation montrent que la pollution lumineuse a le potentiel de diminuer la taille des populations et le maintien des populations sur le territoire. Les halos lumineux de Narbonne, Bâche, Sigean et Port-de-Nouvelle, donc c'est tous les gros points rouges que vous voyez à gauche, contribuent à diminuer le trafic en individus entre le massif de la Clappe et l'intérieur du territoire. Pour le coup, c'est vrai que ce halo lumineux qui sépare la Clappe du reste du territoire, ça fait vraiment une barrière physique, à la fois pour les chauves-souris, mais pour tous les insectes qui seront attirés par ces lumières-là et qui du coup vont mourir grillés ou simplement éblouis. Et voilà, j'ai oublié de mettre la petite diapo, merci. Alors, j'essaye de me récupérer. Bon, alors du coup, j'ai carrément tout qui est parti. Ah, c'est bon. Je parlais aussi sans avoir remis le micro. Moi aussi, je te remerciais du coup. C'est super intéressant. Et c'est chouette de voir qu'il y a des élus, effectivement, qui viennent solliciter, en fait, pour mettre en place des choses chez eux. Ouais, ça fait du bien. C'est On quand se même sent- pas hyper courant. Non, on se sent un peu écouté, quoi, parce que c'est compliqué. Après, il y a un peu de tout, quoi. Mais je pense que la crise énergétique a fait beaucoup. A fait Oui, beaucoup. Les prix ont tellement augmenté qu'ils se sont dit, bon, ben là, maintenant, du coup, on n'a pas le choix, quoi. ça aide beaucoup. Après, c'est vrai que malheureusement, enfin, il y a beaucoup d'habitants, enfin beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Moi, je le vois sur ma commune, hein. On a des élus, effectivement, on a une mairie assez écolo et qui a mis en place justement l'extinction, etc. Même avant cette histoire de coûts énergétiques. Donc, ils l'ont fait vraiment pour, et qui sait qu'on entend, eh ben, c'est toujours ceux qui ont peur, qui ont l'impression que la commune, c'est un coupe-gorge, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, on est vraiment dans une commune très safe et qui ne supportent pas l'extinction de l'éclairage à 23 heures parce qu'ils ont l'impression que... Et alors, ils bavent sur les élus. Mais on n'entend que cela, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ceux qui font du remous en général. Ceux Alors, qui juste sont commodes, avec, on ne les entend pas trop. ouais, avec le laboratoire Dark Skylab, ils ont fait une étude à l'échelle nationale parce que le premier argument des gens qui sont assez réfractaires, c'est la sécurité. Et oh Oui, là là, l'insécurité, s'il faut, il y a quelqu'un qui va arriver dans mon dos qui va me poignarder ou il y aura plus de cambriolage. C'est des choses qu'on a entendues, hein. et pas du tout en plus. Et en fait, pas du tout. Parce que l'étude de Dark Skylab montre qu'au contraire, en fait, il y a beaucoup moins de cambriolage ou d'accidents, même d'accidents de voiture.
Parce qu'en fait, il nous expliquait que déjà un cambriolage, quand tout est noir et qu'on voit un mec avec une frontale dans une maison, ça se voit beaucoup plus qu'un mec qui est sous une lumière en train d'essayer d'ouvrir une porte. Rien que ça. Et que, en fait, quand on est en voiture et quand on n'a que l'éclairage de notre voiture, on est beaucoup plus vigilant que quand il y a les éclairages qui viennent d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est grâce à ça qu'ils expliquent qu'il y a beaucoup de d'accidents de voiture. Ouais. Mais il faudrait des campagnes nationales avec ce genre d'arguments, effectivement, pour arriver à faire changer un peu les mentalités, hein. C'est compliqué. Du coup, faut être optimiste. Et il y a d'autres élus qui sont venus vous solliciter ou uniquement celui-ci? Alors, il y a lui et sur Armissan, c'est une élue avec qui je travaille très souvent qui m'a dit, bon, voilà, on fait ça. Est-ce que la programmation te paraît pertinente? Est-ce que, oui, juste pour conseil, donc je leur ai dit que oui, je ne sais même plus de ce qu'ils vont faire. Mais ça veut dire qu'ils se sont lancés même là carrément tout seuls, en fait. C'est super. Ouais, c'est ça. Et c'est la première fois qu'il y a des jours de la nuit organisés sur le Ah territoire? non, Non. c'est pas la première année, il me semble. Alors là, Tifel pourrait mieux vous répondre que moi, mais il me semble que ça fait plusieurs années. Je ne saurais pas combien de temps vous dire exactement. Je lui ai envoyé un texto. Peut-être qu'elle me répondra. Yep. Ouais, Hugo et Déborah, du coup, chez vous, c'est quelque chose qui se fait pas du tout encore C'est une communauté de communes, toi, Déborah, hein, c'est Albret Communauté, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, je pense pas qu'il y a déjà eu de jour de la nuit organisé, mais par contre, comme vous disiez, donc ils ont commencé à éteindre l'éclairage public à cause de l'augmentation du coût de l'énergie, donc ça se fait déjà. Mais voilà, je voudrais peut-être plus axer ça sur la biodiversité et tout, et pas juste pour économiser. Donc, je trouve que ce serait intéressant à mettre en place, quoi. En fait, nous, on s'est servi de l'argument économique en premier, comme entrée d'écoute, pour après en mettre une couche sur la biodiversité. Et de toute façon, c'est l'argument qui fonctionne au début, hein. Pour les Malheureusement. élus, oui, c'est Faut pas se leurrer, hein. Le le côté bon pécunier, filon. en général, Ouais. Et côté Gers, sur les sites Natura 2000, il n'y en a jamais eu de jour de la nuit. Et là, sur les deux sites qui sont en animation, c'est le PETR Pays d'Armagnac qui est le porteur de l'animation. Et comme ils ont un PCAET, je voulais aussi essayer de faire le lien entre les deux, biodiversité, économie d'éclairage, on va dire. Nature 2000, c'est un outil qui peut permettre de sensibiliser les élus en copie ou c'est quelque chose que, enfin, moi, en général, le dernier, parce que bon, cette année, on n'en a pas fait, mais l'année dernière, vu qu'on est en révision de charte, je ne vous cache pas qu'on est un peu sous l'eau, mais donc pendant le dernier copil, j'avais mis une petite touche à la fin. Je sais plus comment je leur avais introduit pour essayer vraiment qu'ils commencent, parce que c'est très très long en fait, le temps de réflexion et le temps de... Entre une idée et une application d'une idée chez les élus, c'est très très long. Et donc, plus vous le faites en amont, et mieux ça marche, je pense. Mm. Après, mon élu là, André Bedos, toutes les réunions, alors bon, lui, il est impliqué, donc c'est assez facile. Mais toutes les réunions Nature 2000 pour les élus, tout ça, à chaque fois, je lui dis oui, il faudrait que vous participez. Et du coup, à chaque fois, il dit allez à tout. Et donc, il est revenu avec tout un tas d'idées. J'étais là, oh, ben, c'est vachement chouette. Donc, je pense que ça a aidé beaucoup, en fait. Ouais, c'est chouette d'avoir un président investi. C'est pas le cas de. Moi, j'ai une collègue sur Nature 2000, il est carrément absent, quoi. Elle n'a jamais vu, jamais parlé. Mm. Ça fait la différence, en fait. Et ça me fait penser à une question que j'avais tout à l'heure, mais que j'avais oublié, du coup, là, le fait des élus. C'est est-ce que cet élu qui, lui, est motivé, moteur, etc., il arrive un peu à fédérer son conseil municipal et du coup les autres élus de son territoire, mais aussi plus loin des communes un peu environnantes? Est-ce que Alors, à l'échelle de sa commune, oui, parce que du coup, alors, Grussin ne va pas éteindre, mais ils vont changer. Alors, ça va se faire sur plusieurs années, mais tous leurs éclairages publics, ils vont passer sur des lumières. Alors, je sais plus, il y a un nombre de lumens en fait, et ils vont passer sur des lumens très 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 faibles et des D'accord. couleurs chaudes. Donc, pour le coup, qui auront quasiment.
peux pas dire pas d'impact, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'impact que la lumière qu'ils ont actuellement. Donc ça, c'est lui qui a été moteur de ça. Et après, en général, quand il y a une commune qui fait ça, le maire à côté se dit, ah, ok, ça marche bien. Enfin, en général, ça se... Et oui, ça fait un peu effet boule de neige, ça diffuse sur le territoire après. C'est pour ça que je posais la question, c'est Donc, bien si ça fonctionne. oui, Rien de mieux qu'un élu pour motiver un autre élu, en fait. c'est ça. Il y a... ouais. Toujours, Le tout, c'est d'en capter un, qui puis après puisse diffuser aux autres, quoi. ça me fait penser au. Alors là, je fais de l'autopromo, hein, mais les petites vidéos qu'on avait fait il y a quelque temps, les vidéos de sensibilisation sur la biodiversité. La biodiversité est une contrainte, est un atout et pas une contrainte. Bon, alors, le problème, c'est qu'effectivement, il y a un élu par département, donc ça reste loin pour certains élus, c'est pas leurs collègues proches, etc. Mais il y en avait une, en fait, qui était faite sur la commune d'Olon, qui est réserve de ciel étoilé. C'était monsieur, bon, je ne sais plus son nom, effectivement, mais l'élu d'Olon qui est réserve et ou qui parlait un petit peu de ça, justement. Ça peut toujours être utile pour ceux qui veulent. Des musiques qui sont chouettes en plus. Moi, j'avais une question plus pour Logan qui en a parlé tout à l'heure, qui avait différentes thématiques qui seraient abordées lors du festival. Je pense que c'est aussi un bon point pour attirer du public intéressé par différents sujets. Ouais, tu disais que c'était chaque Comcom ou chaque partenaire qui avait trouvé les, 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 les intervenants. Et sur la santé, par exemple, je sais pas, sur la santé, est-ce que tu as des, des exemples de ce qui va être abordé? Oui, j'ai plus l'info de Ouais. ça encore. Ok, pas de souci. Ben non, mais je crois, si j'ai bien suivi la présentation, je crois que la santé, il y avait une croix, c'était le seul où ils avaient Ah trouvé oui, non, c'était le personne. seul. Oui, c'est ça. Mais après, ils avaient proposé des animations. Enfin, les Comcom avaient cherché des animations qui pourraient rentrer dans ce domaine, mais il n'y a pas eu d'intervenant. Donc, je sais pas qui pourrait intervenir pour ce domaine-là. C'est vrai qu'il y a toutes ces histoires de rythme, en fait, par rapport des personnes qui manquent enfin, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil ou ce genre de choses quand il y a trop de luminosité autour. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, elle est volée, alors forcément, ça. Mais par rapport au rythme circadien, etc. Oui, les bienfaits d'éteindre la lumière, Ouais. ou bien, ou l'inverse, les effets négatifs que ça peut avoir sur le corps d'avoir de la lumière artificielle quand on dort. Mm, mm. Je crois que c'est le Dark Skylab qui nous disait, est-ce que quelqu'un ici a déjà été dérangé par la lumière extérieure l'été ou un autre jour pour dormir? Et ça a été unanime à 100%, tout le monde a répondu, bah oui, on a déjà été dérangé une fois, quoi. Ça, c'est un indicateur qui est quand même... c'est Et que moi, tout le monde... typiquement, c'est compliqué, quoi. Donc, ouais, sur la santé, il y a vraiment beaucoup de... Mais ça, c'est encore c'est encore en cours, je pense, de... Tout n'est pas... On ne connaît pas tout, hein. Dark Skylab, là, ils sont basés où? Ils sont à Paris, je crois. Ah, ils sont à Paris, oui, d'accord. Ils interviennent, ouais, du coup, ils sont loin pour intervenir sur faire ce genre de conférence ou lors de. Ça leur arrive. Ah oui. Alors, j'ai eu une réponse de ma collègue sur la question de tout à l'heure. Donc, depuis 2016, il y a des communes, une ou plusieurs communes qui organisent le jour de la nuit sur leur commune. Ouais, Ah, ça fait un petit moment, du coup, hein. Après, je ne sais pas depuis quand ça existe non plus. je sais pas. Ça commence à faire un petit moment quand même. Plus d'une dizaine d'années, je pense, hein. Très bien. Bon, on est un petit peu en avance sur le timing au vu du faible nombre de participants. Est-ce que vous avez encore des questions du coup ou des remarques ou des choses à partager? Pour ma part, Non. Bon, eh ben, ce sera un tout petit café gêne aujourd'hui. Merci beaucoup Camille et Logan d'avoir été disponibles malgré tout, hein. Camille, je sais que tu as loupé une réunion aussi. Logan, tu t'es rendu disponible au dernier moment. Et merci à Déborah et Hugo de leur présence aussi.
Merci à vous. Donc, tout ça, ce sera comme d'habitude sur le site internet. Et le prochain café, du coup, ce sera le 26 octobre sur la stratégie espèces exotiques envahissantes. Alors, ça change un petit peu de format puisque ce ne sera pas forcément des gestionnaires, c'est le CBN et le CEN qui interviennent pour présenter leur stratégie et pour voir les liens qui peuvent être faits et l'aide qui peut être apportée aux gestionnaires, du coup, en lien avec ce sujet. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une excellente journée à tous Merci à et à vous. bientôt. Merci, à À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.